Maintenant, pour revenir dans le détail sur les résultats pour ce qui est des changements climatiques, on peut aller. Peut avancer, M. Wali. Oui. OK, sur les changements climatiques, on peut aller aux résultats clés déjà. OK. Merci. Donc, qu'est-ce qu'on peut retenir sur la thématique du changement climatique? C'est près de la moitié des Gabonais affirment à 45% que les inondations sont devenues plus graves. Seuls 2 citoyens sur 10 le soutiennent pour ce qui est des sécheresses. Et que 7 Gabonais sur 10, c'est-à-dire à 70%, les Gabonais affirment avoir entendu parler des changements climatiques. Parmi ceux qui ont entendu parler des changements climatiques, la majorité affirme que les changements climatiques rendent la vie plus difficile, à 82%. D'autres pensent que les citoyens peuvent agir pour réduire les changements climatiques à 82%. Et enfin, la majorité de ces personnes qui ont entendu parler des changements climatiques estiment que le gouvernement doit agir maintenant pour limiter ce phénomène. Donc, 54% des personnes interrogées pensent que ou estiment que le gouvernement doit rapidement agir pour limiter donc ce phénomène sur l'étendue du territoire. Je vais avancer le détail. Et donc ici, nous avons essayé de savoir si durant les 10 dernières années, il y a eu des changements dans la gravité de la sécheresse et des inondations. Et donc, on se rend compte, par exemple, au cas des inondations, que la situation est demeurée pareille à 52%. Mais par contre, pour ce qui est des inondations, il y a quand même eu une aggravation. Donc, le phénomène est quelque peu ou beaucoup plus grave selon l'expérience des 10 dernières années que ces personnes ont pu observer ces phénomènes. Donc, il y a une aggravation des inondations sur l'ensemble du territoire à 45% des personnes que nous avons interrogées. Et ici, puisque cette question de la gravité des sécheresses et des changements climatiques et des inondations, autant pour moi, avait été posée à l'édition 7, donc en 2017, nous avons également demandé aux Gabonais qu'est-ce qu'ils pensaient sur cette question. Et donc, cette question, nous l'avons reposée en 2021 pour essayer de faire une analyse comparative. On note néanmoins, on note quand même une régression dans l'opinion des personnes que nous avons interrogées, puisque l'aggravation de la sécheresse était par exemple à 30% en 2017, elle est à 19% en 2021. Et pour ce qui est des inondations, le niveau de gravité était à 60% pour les personnes que nous avons interrogées et il se situe actuellement à 45%. Donc, il y a certes une petite régression donc, de ce phénomène, mais les Gabonais estiment dans leur majorité quand même que pour le cas des inondations, il y a une aggravation de ce phénomène. Et ici, nous avons donc la gravité des sécheresses et des inondations par variables sociodémographiques. Donc, pour se rendre compte que l'on soit en milieu urbain, en milieu rural, que les personnes interrogées soient en situation de pauvreté accentuée ou pas de pauvreté, que les inondations se sont aggravées durant les 10 dernières années selon leur expérience. Et là également, pour la question du changement climatique, cette question, nous l'avons également posée en 2017 lors de l'édition du Round 7. Nous l'avons également posée lors de l'édition du Round 8, donc en 2020. Et nous l'avons ramené, cette question, lors de l'édition du Round 9 au Gabon. Et on s'aperçoit qu'il y a certes une légère régression des personnes qui disent avoir entendu parler des changements climatiques, mais le pourcentage est quand même assez important, puisqu'on est autour de 70% des Gabonais que nous avons interrogés qui ont au moins entendu parler de ce que c'est les changements climatiques. Et donc, lorsqu'on essaie de regarder par variables sociodémographiques des personnes qui disent avoir entendu parler des changements climatiques, pour ce qui est des sexes, par exemple, 73% sont des hommes, 66% sont des femmes, 75% sont en milieu urbain, 80% sont sans pauvreté, et 85% ont un niveau d'instruction post-secondaire, et pour les tranches d'âge, c'est beaucoup plus les personnes qui ont entre 18 et 55 ans qui ont le plus entendu parler des changements climatiques. Et là, nous avons essayé de nous intéresser aux effets des changements climatiques. Et la question qui avait été posée, c'est: pensez-vous que les changements climatiques affectent la vie au Gabon au point de la rendre meilleure ou pire? Et donc, on se rend bien compte que pour l'année 2021, donc la dernière édition, les Gabonais estiment dans leur très grande majorité qu'il y a donc une aggravation des effets des changements climatiques.
Cette tendance était à 81% lors de l'édition du round 8 et elle était à 65% lors de l'édition du round 7. Donc, on remarque sur ces 3 années, ces 3 éditions, qu'il y a donc une aggravation des effets de changement climatique perçus selon les Gabonais. Et ici également, sur cette même question, on a essayé de regarder cela par variable sociodémographique et on s'aperçoit que ce soit par sexe, par milieu ou par niveau de pauvreté ou par niveau d'instruction, tous estiment que euh, les changements climatiques rendent la vie difficile aux Gabonais et que ce phénomène s'est accentué durant ces 10 dernières années. À la question de la limitation des changements climatiques, bon, je vais quand même rappeler la question qui avait été posée. Il y avait donc 2 affirmations. La première, c'était de savoir si les citoyens peuvent contribuer à limiter les changements climatiques. Sur cette affirmation, 55% des personnes que vous avez interrogées, 55% des personnes que vous avez interrogées estiment, sont en accord avec cette affirmation que les citoyens peuvent donc contribuer à limiter les changements climatiques. Et sur l'affirmation qui consiste à dire que le gouvernement doit agir maintenant pour limiter les changements climatiques, on se rend compte qu'à 31%, les Gabonais sont d'accord que le gouvernement doit agir maintenant pour limiter les changements climatiques. Et à la question de savoir qui est le premier responsable pour limiter donc les changements climatiques, sans appel, donc les Gabonais estiment que c'est d'abord le gouvernement qui doit prendre ses responsabilités et mettre en place des mécanismes qui devraient pouvoir donc limiter ce phénomène. Mais les mêmes personnes que vous avez interrogées pensent également que c'est beaucoup plus les pays riches ou les pays développés qui, davantage, doivent prendre des mécanismes qui doivent réduire ce phénomène. Et après, elles ont estimé qu'il y a aussi les commerces et les industries et également les citoyens ordinaires qui doivent s'investir donc pour limiter les changements climatiques. Et à la fin, à 1%, c'est les leaders traditionnels. Est-ce que les parties prenantes font-elles assez pour limiter les changements climatiques? Je crois que les résultats montrent dans leur majorité, donc que ce soit le gouvernement, le commerce et l'industrie, les pays développés, qu'il y a donc nécessité de faire beaucoup plus pour limiter donc les effets de changement climatique et que pour ce qui est des citoyens, il y a donc le besoin de faire un peu plus. Donc l'action des citoyens doit être un peu plus accentuée pour tenter de limiter ce phénomène. Et maintenant, la dernière diapositive, on essaye de s'intéresser donc, on a essayé de s'intéresser à la performance du gouvernement dans la gestion des changements climatiques. Et on se rend bien compte que par sexe, par milieu, par niveau de pauvreté, par niveau d'instruction ou par tranche d'âge, tous les Gabonais décrivent donc la performance du gouvernement et estiment que le gouvernement est moins performant, le gouvernement gabonais est moins performant donc dans la gestion des changements climatiques au Gabon. Donc, pour la thématique des changements climatiques, je crois que c'est l'essentiel donc des données que l'on peut retenir. Maintenant, tout à l'heure, dans les échanges, on pourra revenir dans le détail et dans les discussions. Et je vais donc laisser la main à mademoiselle Badjina Bina Yasmina qui nous fera la présentation sur la pollution et l'environnement. Merci. Bonjour à tous. Je vais vous présenter les résultats clés sur la pollution et la gouvernance environnementale. Près de la moitié, soit 47% des Gabonais, affirment que le problème de pollution est très grave dans leur communauté. Près de 6 Gabonais sur 10 pensent que l'assainissement, soit 37%, l'élimination des déchets, 22%, constituent les problèmes environnementaux les plus importants. Pour près de la moitié, soit 45% des Gabonais, les citoyens ordinaires devraient être responsables de la réduction de la pollution environnementale. Par contre, 24% estiment que c'est la responsabilité du gouvernement national et 22% le gouvernement local. Près de 6 Gabonais sur 10, soit 58%, soutiennent que le gouvernement devrait se pencher sur la création d'emplois contre 37% qui donnent la priorité à la protection de l'environnement. Suivant.
À la question sur la gravité d'un problème de pollution, 47% des Gabonais pensent que c'est un problème très grave, 30% pensent que c'est un peu grave, 14% pas très grave, et seulement 9% des Gabonais pensent que c'est pas du tout grave. À la question sur la gravité du problème de pollution, nous avons posé des questions à la population et la moyenne pense que c'est un problème grave. Donc, que ce soit les hommes comme les femmes, tout le monde pense que c'est un problème très grave. Au niveau des zones rurales, 52% pensent que c'est grave par rapport en zone urbaine où 82% pensent que c'est un problème très grave. Donc, que l'on ait un vécu de pauvreté faible ou élevé, plus de 78% problème très grave, et que l'on ait une éducation formelle, secondaire ou post-secondaire, la majorité pense que c'est un problème très grave. Et pareil pour les tranches d'âge, plus de les 18 ans et 35 ans plus de 82% pensent que c'est un problème très grave, et les 56 ans et plus aussi. 65% pensent que c'est un problème grave. Suivant. À la question sur le problème environnemental, la question était lequel des éléments suivants est le problème environnemental le plus important aujourd'hui. 37% de la population interrogée pense que c'est l'assainissement ou la gestion des déchets humains et 22% pensent que c'est l'élimination des déchets, y compris les déchets plastiques. 18% de la population pense que c'est la pollution des sources d'eau. 14% pensent que c'est la déforestation. 6% la pollution de l'air et moins de 1% pensent que c'est le problème. Suivant. À savoir si les sacs plastiques étaient une source majeure de pollution dans le pays. Suivant, s'il vous plaît. Diapo. Allô? Oui. Tu vois pas ce que je défile? Allô? Voilà, merci. À savoir, oui, c'est ma connexion. Hein. C'est bon. C'est bon, on peut y aller. À savoir si les sacs plastiques étaient une source majeure de pollution dans le pays, plus de 45% de la population étaient tout à fait d'accord. Et moins de 1% étaient en moins de suivant. À la question de savoir si les populations étaient d'accord avec l'affirmation qui disait les sacs plastiques sont une source majeure dans ce pays, une source majeure de pollution dans ce pays, plus de la moitié, plus de 70% des populations interrogées étaient d'accord, que ce soit chez les hommes comme les femmes, plus de 74% étaient d'accord. En milieu urbain comme en milieu rural, plus de 67% étaient d'accord avec cette affirmation. Et que l'on ait un vécu de pauvreté moyen, élevé, plus de 72% étaient d'accord. Que l'on ait un niveau d'instruction formelle, secondaire ou primaire, secondaire ou post-secondaire, plus de 68% de la population étaient d'accord pour dire que la source
les sacs plastiques sont une source de pollution majeure. Pareil pour les tranches d'âge, les 18 à 35 ans étaient d'accord avec cette affirmation, que les sacs plastiques sont une source majeure de pollution. Suivant. À la question de savoir qui devrait avoir la responsabilité principale de réduire la pollution et de garder la communauté propre, 45% des populations pensent que ce sont les citoyens ordinaires, 24% pensent que c'est le gouvernement national, 22% pensent que c'est le gouvernement local et 7% pensent Visiblement, Yasmina a un gros souci avec sa connexion. Je peux prendre le relais pour rapidement terminer cette partie, puisque je pense Oui, qu'elle a... oui. Alors, donc, à la question de savoir qui devrait être responsable, de la réduction de la pollution environnementale, et les populations, les personnes interrogées pensent que c'est d'abord la responsabilité des citoyens ordinaires, et à 45%, et ensuite, c'est la responsabilité du gouvernement à 24%, donc le gouvernement national. Ensuite, c'est la responsabilité du gouvernement local à 22%. C'est la responsabilité des commerces et industries à 7%. Et la responsabilité donc des leaders traditionnels à 2%. Je peux avancer? S'agissant donc de la performance du gouvernement en matière de réduction de la pollution et de la protection de l'environnement, on se rend bien compte que la majorité des personnes que vous avez interrogées, que ce soit par sexe, par milieu, par niveau de pauvreté, par niveau d'instruction ou par tranche d'âge, tous décrivent donc la performance du gouvernement et pensent que le gouvernement réagit très mal à donc, la pollution et la protection de l'environnement, à la réduction de la pollution et la protection de l'environnement. Alors, à la question de savoir si notre gouvernement devrait-il faire plus ou moins qu'il fait actuellement pour limiter la pollution et protéger l'environnement, on pense qu'à 71%, les personnes que nous avons interrogées sont d'accord que le gouvernement doit faire beaucoup plus donc, pour davantage limiter la pollution dans le pays. Alors, le gouvernement doit-il donner la priorité aux emplois ou à l'environnement? Alors, sur cette affirmation, à 35%, les personnes interrogées sont tout à fait d'accord que le gouvernement doit donner la priorité aux emplois et à l'environnement. Voilà, doit donner la priorité aux emplois. Et s'agissant donc de la deuxième affirmation, le gouvernement devrait protéger l'environnement. Donc, ils sont tout à fait d'accord à 19%, que le gouvernement devrait donc tout faire pour plus protéger notre environnement. Alors, priorité aux emplois ou à l'environnement. Là, c'est donc deux affirmations qui ont été proposées aux personnes que nous avons interrogées. Et donc, sur la création d'emplois et augmentation des revenus ou la prévention de la pollution et la protection de l'environnement, on se rend bien compte que plus de la majorité des personnes que nous avons interrogées sont favorables donc à la création d'emplois et à l'augmentation des revenus, plutôt que de mettre l'accent donc sur la pollution et la protection de l'environnement. Donc, la question de l'emploi reste donc pour les Gabonais une priorité par rapport donc à la réduction de la pollution ou des problématiques liées à l'environnement. Nous allons donc boucler notre présentation sur ce dernier thème qui est en lien avec l'extraction de ressources naturelles. Que peut-on retenir sur cette thématique? Ce qu'on peut retenir, c'est que la très large majorité des Gabonais interrogés pensent à 80% que le gouvernement devrait renforcer la réglementation de l'extraction de ressources naturelles. Cependant, 6 citoyens sur 10 affirment que les avantages des activités d'extraction de ressources l'emportent sur les coûts tels que la pollution. Seuls 4 Gabonais sur 10 pensent à 40% que les citoyens ont leur mot à dire dans les décisions concernant l'extraction de ressources naturelles. Et que les 2 tiers des Gabonais pensent à 68% que les communautés ne reçoivent pas une part équitable des revenus de l'extraction des ressources. Alors, dans le détail,
Dans le détail, donc, extraction des ressources naturelles, coûts et bénéfices. Alors, les avantages de l'extraction des ressources naturelles l'emportent sur les coûts. Sur cette affirmation, les Gabonais interrogés sont en désaccord ou tout à fait en désaccord avec cette affirmation. Par contre, à la question de savoir si le gouvernement doit renforcer la réglementation de l'extraction de ressources naturelles, les Gabonais interrogés sont d'accord ou tout à fait d'accord avec cette affirmation à 80%. Et sur l'extraction de ressources naturelles, est-ce que les citoyens, la voix des citoyens et les réceptions est équitable? Donc, les citoyens ont leur mot à dire dans les décisions concernant l'extraction de ressources naturelles. Sur cette affirmation, à 58%, les personnes interrogées sont en désaccord avec cette affirmation et pensent donc que les citoyens ordinaires n'ont pas un mot à dire dans les décisions qui concernent donc l'extraction de ressources naturelles. Et à la question de savoir si les communautés reçoivent une part équitable de revenus de l'extraction de ressources naturelles, on s'aperçoit aussi ici qu'à 68%, les personnes interrogées sont tout à fait en désaccord ou en désaccord avec cette affirmation. Pour eux, donc, les communautés ne reçoivent pas une part équitable de revenus de l'extraction de ressources naturelles. On peut aller en conclusion? Alors, pour ce qu'on peut retenir de ces trois thèmes que nous venons de développer, c'est qu'une majorité des Gabonais sont au courant donc des changements climatiques et disent que ces changements rendent la vie plus difficile et que la majorité des Gabonais soutiennent que l'assainissement, la gestion et l'élimination des déchets constituent les problèmes environnementaux les plus importants pour le Gabon. Et par ailleurs, une très large majorité des Gabonais pensent que les communautés ne reçoivent pas une part équitable des revenus de l'extraction de ressources naturelles. Voici donc, en gros, ce que l'on peut retenir donc de ces trois thèmes qui portaient sur les changements climatiques, les problèmes environnementaux les plus importants, donc tout ce qui est pollution, et ensuite l'extraction des ressources naturelles et savoir donc si les populations en tirent bénéfice. Donc, en gros, voici le résumé de la présentation de ce matin. Je passe donc la main à monsieur le modérateur pour faire poursuivre donc les échanges et éventuellement des questions, et nous allons revenir. Merci. Merci Cabral, merci à Yasmina aussi qu'on a perdu en cours de chemin malheureusement. J'espère qu'elle va pouvoir régler sa question de connexion et nous rejoindre. Donc, comme il est de tradition, je vais donner la parole aux uns aux autres. Donc, ce qui voudrait bien intervenir, je crois qu'il y a un onglet qui indique en fait lever la main. Et je vous donnerai la parole. La parole à qui voudrait la prendre. Personne? Ah. Lena Inelda a levé la main. Vous avez la parole, s'il vous plaît. Lena, ouvrez votre micro, vous avez la parole. Bonjour à tous. Bonjour. Présentez-vous, s'il vous plaît. Ilama Lena, ingénieur des eaux et forêts. Vous m'entendez? Oui, nous vous entendons très bien. D'accord. Déjà, félicitations pour cet exposé et pour cette étude. J'ai dû prendre l'exposé en cours. Peut-être que la question que je vais poser ou les questions que je vais poser ont déjà trouvé d'éléments de réponse dans la présentation, mais je vais les poser parce que ça me permettra d'être mieux édifiée. L'exposé porte sur les changements climatiques, la pollution et je crois les bénéfices des extractions aux communautés locales. Ma question d'abord est de savoir, je n'ai pas eu quels sont les sites qui ont fait l'objet de cette collecte. J'aimerais avoir un peu plus de précision. Et quelles sont les recommandations? Ce que j'ai vu là, les réponses à toutes ces questions. Est-ce qu'il y a des recommandations? Est-ce que pendant
l'enquête, vous n'avez pas aussi demandé qu'est-ce qu'ils pensent, qu'est-ce qu'ils suggèrent. Je vais m'appesantir un peu sur le niveau de pollution. On a dit, il y a une question qui portait sur les déchets plastiques et une autre aussi portait sur qui est responsable. Et j'étais agréablement surprise de voir que l'une des réponses est que c'est d'abord les citoyens. Parce qu'en matière d'environnement, je pense que c'est d'abord l'individu qui doit assainir son milieu. Le gouvernement met en place des lois, des procédures, des textes pour réguler, mais je pense quand même que l'environnement, la responsabilité revient d'abord aux citoyens. Donc, je voulais savoir s'il y a des suggestions ou si alors c'est juste un pan et qu'il y aura peut-être une autre étude sur ces questions. Les résultats de cette enquête sera partagés aussi à qui? Au gouvernement? Comment? Ça permettra d'avoir une étude, d'avoir des résultats, mais aussi de savoir qui va les mettre en musique. Parce que cela ne suffit pas de collecter les données, il faut que ces données puissent servir aussi aux décideurs. Donc, pour l'instant, voici les quelques questions. Au cours des échanges, peut-être je pourrai encore intervenir. Merci. Bien, merci madame pour ces questions fort intéressantes. Je vais d'abord donner la parole à d'autres et puis on pourra répondre de manière groupée, comme on dit. Donc, je vois que Hervé avait levé la main aussi. Après vos interventions, baissez la main pour ne pas me donner l'impression que vous demandez toujours la parole. Donc, Hervé? Oui, merci à tous. Merci à l'équipe. Et puis, moi, c'est Hervé Akinosho, le partenaire national d'Afrobaromètre au Togo. J'ai suivi avec intérêt la présentation. Il y avait une petite question qui m'était venue au début où on parlait des changements climatiques et surtout des inondations. Je voudrais savoir si le fait cette année n'est pas dû, de l'impact des inondations, n'est pas plutôt dû au fait que la collecte a été faite pendant la saison des pluies où peut-être les gens n'ont pas encore été suffisamment impactés par ces phénomènes-là avant que la collecte ne soit faite. C'était toute ma question. Merci. Merci Hervé. Est-ce que quelqu'un d'autre souhaiterait prendre la parole? Ok, bon. Je vais peut-être apporter d'abord des précisions à la question d'Hervé. Je laisserai peut-être d'autres intervenir, même si j'ai également mon avis. Mais je vais répondre à Madame Léna, qui est ingénieure des eaux et forêts. D'abord, je voudrais me réjouir de savoir qu'il y a des personnes du ministère des eaux et forêts et de l'environnement qui sont présents avec nous. C'est très important vraiment d'être là et je vous remercie considérablement. Alors, sur les lieux de collecte, le protocole Afrobaromètre indique que nous collectons les données sur l'ensemble du territoire. Évidemment, par un processus d'échantillonnage, nous collectons les données dans 150 secteurs de dénombrement sur l'ensemble du pays. Et ces secteurs de dénombrement sont répartis sur les provinces proportionnellement au poids démographique de chaque province qui est tiré des projections de population liées au dernier recensement général de la population de 2013. Et donc des projections démographiques qui ont été faites sur 2021, l'année de collecte des données. Et globalement, comme l'a indiqué Cabral tout à l'heure, la majorité alors, je vais peut-être revenir sur la présentation des données démographiques. Voilà. Donc, 86% des données collectées l'ont été en milieu urbain. Comme vous savez, nous sommes un pays essentiellement urbain. Et d'ailleurs, plus de 50%, sinon près de 50%, de la collecte a été réalisée dans Libreville et ses environs, qui représentent la plus
la plus grande proportion démographique de notre pays. Mais nous allons aussi collecter dans les zones rurales et 14% de cet échantillon a été collecté donc en zone rurale. Donc, pour me résumer, la collecte a été faite sur l'ensemble du pays, dans les 9 provinces et dans 150 secteurs de dénombrement choisis en milieu urbain et en milieu rural. Chaque province a été enquêtée proportionnellement à son poids démographique. Est-ce que nous avons des recommandations? La réponse c'est non, parce que le protocole Afrobaromètre ne demande pas, par exemple, pour ces questions, à demander, à formuler des recommandations. Maintenant, la recommandation la plus importante, et c'est une interpellation que je fais auprès de vous qui êtes là, c'est par exemple d'en parler à vos responsables hiérarchiques, les directeurs généraux, à vos ministres. Et nous sommes disposés à venir présenter ces données à ces autorités et d'ailleurs avec d'autres données qui peuvent être des outils d'aide à la décision, comme l'on dit. Et puis, nous sommes disposés sur des questions peut-être particulières qui n'ont pas été collectées et que le ministère ou l'État ou tout autre organisme voudrait avoir des détails plus importants ou une étude plus poussée pour obtenir des résultats, eh bien, nous sommes disposés à venir vers vous pour discuter justement de ces problématiques. Donc, sur ces questions-là, il n'a pas été posé particulièrement des recommandations particulières pour répondre à ces éléments. Alors, donc, à qui on partage les résultats? Je pense que j'ai répondu déjà aussi à cet élément. Les résultats sont disponibles pour tout le monde, les étudiants, les chercheurs, les hommes de presse, les pouvoirs publics, toute personne qui serait intéressée par ces données. Afrobaromètre, nous sommes disposés justement à venir vous les présenter et apporter des précisions sur la manière dont ces résultats sont collectés et peut-être que s'il y a un besoin particulier, là également, nous sommes disposés à le faire. Alors, à la question de Hervé, bon, comme je disais, d'autres peut-être pourraient apporter des précisions. C'est probablement un élément explicatif. Je suis en train de me demander, alors Cabral pourra peut-être m'aider et peut-être Dimitri qui sont là, je ne sais pas s'il est là. La collecte de 2017 a été faite en quelle période? Cabral, je pose la question, est-ce que ce sont les mêmes périodes? Je ne pense pas que ce soit les mêmes périodes. Et je crois qu'en 2017, ça a été fait au mois de février, je pense, février ou mars. Ouais. Oui, M. Wali, vous avez tout à fait raison. On était dans cette marge. En fait, on avait eu la grâce que les pluies ne nous avaient pas encore empêché de nous déplacer. Et on avait quand même réussi à relever le défi. Et par contre, pour cette édition, nous étions entre novembre et décembre, donc en pleine saison sèche. Donc, c'est peut-être ce qui peut expliquer le fait que le phénomène d'inondation n'a pas eu la même impression que celle que nous avions eue en 2017. Tout à fait. Dimitri a levé la main, je vais lui donner la parole. Merci et d'entrée de jeu, félicitations à Cabral, à Yasmina et les autres. Oui, sur la question de la période de collecte, j'ai le souvenir qu'en 2017, j'étais à Gamba et nous avons fait la collecte sous la pluie. Et l'équipe de Port-Gentil avait aussi les pieds dans l'eau. Donc, dans certaines zones, les équipes étaient épargnées, mais nous avons eu quelques équipes, notamment à Port-Gentil et dans la Nyanga, Ngounie-Nyanga, la frontière Ngounie-Nyanga, où nous avons fait la collecte sous la pluie. Mais il faut dire ceci, la période de février-mars est quand même une période pluvieuse.
la dernière collecte avec l'équipe de Langounier, nous sommes allés dans la zone de Mimongo, quand même dans une période où il a fallu, puisqu'il a plu la nuit, il a fallu attendre que les premiers coups de soleil sortent pour pouvoir atteindre les zones rurales à enquêter, notamment les Kembele et les villes. Et le souvenir que j'ai, c'est que Lucrèce a dû commencer son enquête à Ekembele sous des trompes d'eau. Donc, il pleuvait. Autrement dit, les réponses obtenues dans certaines zones, même sur cette dernière collecte-là, donc de 2022, se passent dans des conditions effectivement d'une pluviométrie importante dans la zone rurale. Et du coup, les gens s'expriment en connaissance de cause. Tout à fait. Donc, c'est pour cela que je posais la question, parce qu'effectivement, je crois que la remarque d'Hervé est effectivement importante, c'est-à-dire dans la perception. Lorsqu'on a collecté en pleine saison de pluie, c'est-à-dire pendant même que les gens avaient les pieds dans l'eau, évidemment, la question des inondations était actuelle. Or, cette fois-ci, on a collecté plus ou moins à la petite saison sèche, au mois de novembre, début décembre. Donc, la question des inondations ne se ressent pas de la même façon selon les périodes. Effectivement, c'est une explication qui me paraît tout à fait logique. Oui, Hervé? Oui, je voulais simplement, je suis complètement satisfait de la réponse. Ce que je voulais revenir sur une question posée par la précédente personne sur les recommandations. Au fait, ces disséminations ici sont des canaux qui nous permettent aux partenaires nationaux d'attirer l'attention des différents acteurs qui le sujet sur les problématiques que nous développons. Donc, ce n'est pas une étude, comme on le dit, classique, une dissémination des grandes lignes des résultats. Si on l'a dit précédemment, autorité politique ou intéressée par des actes approfondis pour se rapprocher du partenaire national, pour voir dans quelle mesure ce partenaire peut les aider à obtenir des résultats approfondis et faire des recommandations. Donc ici déjà, c'est pour susciter le débat, attirer l'attention des différents acteurs pour pouvoir permettre d'amener sur la place publique ce que pensent les Gabonais des différentes thématiques qui ont été abordées. Merci. Merci Hervé. Je vois les mains levées de Léna à nouveau et puis Cabral. Donc Léna d'abord et puis ensuite Cabral. Allô? Oui, vous pouvez y aller. D'accord. Merci pour les éléments de réponse et je vais rebondir sur l'intervention de précédents participants. En effet, sur les recommandations, ce n'était peut-être pas des recommandations assez formalisées, mais c'est pas aussi donner des orientations. Maintenant, je comprends mieux dans quel aspect cette étude est menée. Mais je voudrais savoir quels sont les canaux de diffusion parce que des résultats comme ceux-là, je pense que vous n'êtes pas les seuls à les collecter. Et je pense qu'il y a d'autres organisations aussi qui font ce travail. Et souvent, on a beaucoup de données, parfois on ne sait même plus comment les utiliser. Donc moi, je voulais savoir quels sont les moyens que vous utilisez pour diffuser ces données afin de permettre un accès à beaucoup plus de personnes. Je pense que votre structure, je l'ai connue à travers Cabral, qui a bien voulu m'inviter, que je remercie au passage.
ce sont des données qui sont véritablement aussi des outils d'aide à la décision et que parfois même dans une étude, souvent les notes conceptuelles pour des projets, on a besoin de données pour justifier, pour formuler les problématiques de recherche. Et ce type de travaux nous permettent, par exemple, d'appuyer, de soutenir l'élaboration d'un projet. Donc, c'est déjà savoir les canaux de publication, de vulgarisation de ces données. Et je voudrais savoir comment vous formulez vos enquêtes. Je m'explique, c'est-à-dire, est-ce que la thématique vous est, on va dire, suggérée, ou alors c'est face à une situation que vous formulez ce type d'enquête? Parce que jusqu'à présent, je cherche des données sur l'implication, le genre, l'approche genre dans la gestion communautaire des ressources naturelles. Et j'ai du mal à trouver des statistiques qui peuvent me donner si, par exemple, il y a plus d'hommes ou de femmes dans telle activité, ou il y a plus de personnes autochtones ou des personnes vulnérables, bref. Et donc, je voulais savoir comment vous faites pour identifier le thème de collecte ou les sujets de collecte. Et je serais intéressée de savoir si vous avez aussi déjà eu ce genre de collecte de données spécifiquement aux ressources naturelles liées aux communautés, à la gestion communautaire. Ok, merci. D'accord, merci. Alors, donc, déjà pour les canaux de diffusion, eh bien, nos canaux, c'est déjà comment on dit, le site d'Afrobaromètre. Hein, vous pouvez aller sur afrobaromètre.org et vous avez toutes les informations concernant les enquêtes Afrobaromètre. Au niveau du Gabon, vous avez le site internet du CERGEP, qui est l'équipe partenaire du Gabon. Vous avez les Facebook du CERGEP et d'Afrobaromètre, mais également, nous diffusons régulièrement des communiqués de presse, un ensemble d'informations liées à ces collectes dans les médias, dans la presse. Par ailleurs, nous écrivons aussi très souvent d'ailleurs aux administrations pour nous recevoir, leur faire des présentations de nos travaux, même si très peu d'administrations nous font des retours. Quoique cette année, je crois qu'il y a un peu plus d'engouement, nous avons eu beaucoup plus de retours des personnes qui nous ont répondu pour aller pour nous entretenir avec eux de nos travaux, ce qui me permet de croire que il y a peut-être de plus en plus une connaissance et une meilleure connaissance justement d'Afrobaromètre et du travail mené par le CERGEP au niveau du Gabon. Et donc, comme je le disais tout à l'heure, nous diffusons par tous les canaux, par les supports Internet, par les réseaux, par des écritures, par des correspondances, mais nous diffusons aussi par des personnes peut-être qui peuvent être intéressées, la société civile, les administrations, qui ont peut-être, soit par le canal d'un de nos partenaires ou d'un de nos membres, ou bien ou qui sont tombés par nos travaux, qui sollicitent que nous allions leur apporter l'information, nous le faisons. Comment est-ce que les sujets sont collectés? Comment les questions sont collectées? Alors, au début, nous avons dit, et je me souviens que vous avez dit que vous avez pris la communication en cours, donc je comprends votre question. Ce que nous faisons, c'est que Afrobaromètre est une étude de comparaison panafricaine. Globalement, d'un round à l'autre, nous posons essentiellement les mêmes questions. Et puis après, il y a des thématiques qui peuvent, lors d'un round, être beaucoup plus importantes, soit sur la scène internationale, soit sur la scène locale, le champ local, et que donc on peut faire des questions pays qui permettent donc d'intégrer ces questions pour la collecte des données. Maintenant, il peut arriver aussi, et c'est tout le sens justement de l'insistance que je fais sur le fait que vous pouvez nous recevoir, nous pouvons discuter. Vous pouvez avoir besoin, par exemple, ici, de ce que vous indiquez
bon, déjà répondre clairement, nous n'avons pas de données sur le cas précis que vous indiquez, mais ça veut dire que c'est une préoccupation pour vous. Et si c'est une préoccupation pour vous, ben, nous sommes disposés, par exemple, à vous collecter des données sur cette problématique et on peut venir discuter avec vous de comment est-ce qu'on peut collecter ces données de manière précise. Donc, je ne sais pas si je réponds à vos préoccupations, mais voilà essentiellement les réponses que je peux vous faire. Peut-être que mes collègues peuvent avoir des précisions à vous apporter aussi. Hein. Dimitri Cabral et peut-être même Hervé qui est là avec nous peuvent vous apporter aussi d'autres mécanismes généraux de fonctionnement. Oui, Cabral. Merci, M. Wali. Je voulais juste rappeler sur le premier volet des questions que Mme Léna a posées tout à l'heure sur les cibles des résultats que nous collectons. Je crois que il y a eu un grand forum sur le conflit homme-faune au ministère des Eaux et Forêts il y a quelques mois et je pense que les données que nous avons collectées sur cette question lors du round 8 avaient servi donc lors des échanges de ce forum-là. Donc, c'est dire que c'est déjà l'une des cibles hein, que nous avons, donc les administrations, vers qui nous allons donc présenter les différentes données que nous collectons. Maintenant, pour la formulation des sujets de l'enquête, je pense que vous avez déjà anticipé en reprenant tout à l'heure en disant que effectivement, le questionnaire Afrobaromètre, il est standardisé, c'est-à-dire que les mêmes questions que nous posons au Gabon sont les mêmes que nous posons au Cameroun, que nous posons au Congo, au Togo, au Bénin, un peu partout dans les pays qui sont membres donc, de ce réseau, et que la seule spécificité de chaque État, ce sont donc les questions particulières qui sont liées aux préoccupations de ces États-là. Par exemple, le cas par exemple, du conflit homme-faune, nous l'avons posé lors d'éditions précédentes parce que c'est un phénomène récurrent, que l'on soit n'importe où dans le pays, c'est une problématique qui est là. Et cette question-là n'a pas été posée, par exemple, au Cameroun, n'a pas été posée au Bénin parce que peut-être la sévérité du phénomène n'est pas le même. Donc, il y a des questions qui sont spécifiques au pays, mais il y a des questions qui sont standardisées donc pour plus tard aboutir donc à des comparaisons entre États sur certaines questions. Je crois que ça va peut-être être le cas sur la problématique du changement climatique. Peut-être qu'on va essayer de faire une analyse comparative entre les autres États pour voir si le niveau de compréhension ou de connaissance de ce concept est le même dans les autres pays que le Gabon. Donc, c'est ce que je voulais ajouter en complément donc, comme réponse de ce qui vient d'être évoqué comme question. Merci, Cabral. D'autres interventions, s'il vous plaît? D'autres préoccupations? Oui, Dimitri? Oui, alors, peut-être pour aller un peu plus loin, évoquer la possibilité d'introduire une nouvelle, en fait, peut-être pas une nouvelle problématique, mais élargir la question donc des bénéfices des communautés autour des zones d'exploitation des ressources naturelles. Évoquer donc le niveau d'implémentation de la philosophie de la RSE. La RSE qui évoque la responsabilité sociale des entreprises, notamment des grands groupes qui sont dans l'exploitation. Est-ce que, effectivement, les populations qui sont en attente des bénéfices de ces choses-là l'expriment dans le sens de la responsabilité sociale de l'entreprise? Est-ce que le dispositif légal qui est en train de se construire dans ce sens-là prend le temps effectivement de sensibiliser la population dans comment dire les enjeux de l'implantation d'abord des opérateurs économiques, de l'assainissement des rapports avec les populations et surtout de la mesure des attentes, parce que entre ce que les populations attendent et ce que les entreprises sont capables de donner, il y a des écarts.
Et peut-être que le questionnement de Madame Léna, je n'ai pas retenu le nom, vous m'excusez, de Madame Léna, peut-être que cette préoccupation peut être prise en compte dans une question générale de la sensibilisation des populations au contour ou aux frontières de ce qui leur est imposé comme contrainte ou cahier de charge en matière de responsabilité sociale de leur activité. Qu'à cela ne tienne, donc si l'appréciation du réseau ne trouve pas la problématique d'importance nationale, il se pourrait que le ministère qui est le vôtre soit attentif à ces questions-là. On a en mémoire les crises toutes récentes dans l'Ogo et Vindo et les conflits hommes-fonds qu'on a évoqués tout à l'heure. Souvent, les populations ont mêlé, et ça, ça a été montré par les données précédentes. Les populations ont l'habitude de faire le lien entre le conflit homme-femme et l'activité économique de certaines entreprises. Cabral me reprendra si je me trompe. Donc, il faut peut-être voir dans ce qui est donné aujourd'hui la possibilité d'aller plus loin, donc d'aller chercher une information un peu plus fine à partir des indicateurs que nous avons aujourd'hui. Et là, c'est l'institution qui est dans le besoin, notamment le ministère des Eaux et Forêts, qui peut formuler une demande spécifique, précise, de telle sorte que le CERGEP l'accompagne dans la production des données probantes et qui permettrait une décision davantage éclairée. Donc voilà un peu ce que je peux dire, c'est voir comment est-ce que l'élargissement donc de cette question des communautés dans leur rapport avec les opérateurs économiques peut s'inscrire dans une problématique générale de la RSE et donc des bénéfices que les populations sont légitimement peuvent attendre de ces opérateurs-là. Voilà, Dr. Christian. Merci. Je vois que Madame Léna a à nouveau levé la main, Hervé également, donc on va repartir vers Madame Léna. D'accord, merci de me donner à nouveau la parole. C'est Bertrand, c'est cela, qui vient d'intervenir? Oui, oui. D'accord. Il a vraiment traduit ma pensée. Aujourd'hui, dans la gestion des ressources naturelles, on parle de changement climatique. Et les changements climatiques, effectivement, sont également liés aussi à la bonne gestion de ces ressources naturelles. Or, quels sont les acteurs premiers vivant à proximité de ces ressources naturelles? Ce sont les communautés. Et vous avez montré, du moins à travers les chiffres, que ce changement climatique impacte également les zones rurales. Donc, je pense qu'aujourd'hui, il est difficile d'avoir une appréciation de cette responsabilité sociale des entreprises envers les communautés. Il est vraiment difficile de pouvoir planifier parce que sans données, sans statistiques, je pense que les orientations que l'on peut faire, même si on est techniquement outillé, sont souvent difficiles parce qu'on n'a pas une bonne appréciation de ce qui se fait. Donc, j'ai bien retenu qu'il faut formuler une demande auprès de votre structure pour accompagner l'administration. Et je voudrais savoir si, en formulant cela, est-ce que vous trouvez des financements? Parce que c'est clair que vous n'allez pas sur le terrain faire du bénévolat. Est-ce que c'est vous qui trouvez le financement ou alors c'est l'administration qui vous appuie? Je ne sais pas, peut-être, vous savez déjà ça, il faut le savoir. C'est clair que l'administration va vous dire qu'ils n'ont pas de moyens. Et comment on formule? Est-ce que l'administration, est-ce que vous avez des partenaires qui, si vous posez la situation, pour financer? Donc, là est ma question parce que c'est un pan vraiment qui est au cœur du développement en milieu rural, mais dont on ne voit pas jusqu'à présent les retombées.
on n'arrive pas à mesurer. Et c'est difficile aussi parce que les communautés rurales sont presque en marge de la gestion des ressources naturelles. Et souvent, c'est les premières victimes, je mets entre griffes, les premières victimes des changements climatiques parce que les conflits hommes-faunes ou alors même les cours d'eau pollués, ce sont eux les premiers à être les victimes. C'est vrai qu'on va parler longtemps, on va faire des ateliers, mais cet impact sur le terrain, ils ne ressentent pas. Donc, juste merci de m'édifier sur comment procéder, parce que même s'il faut faire un plaidoyer, il faudrait que nous ayons suffisamment d'éléments pour présenter la situation aux personnes ayant la décision. Merci. Merci, madame. Alors, je vais vous répondre tout de suite. Nous sommes un centre universitaire. Je pense que généralement, les administrations, même si elles n'ont pas les moyens, mais les bailleurs écoutent beaucoup plus les administrations dans l'accompagnement. Donc, je crois, à mon avis, que la question, la première qu'il faut se poser, ce n'est pas qui finance. La question, la première, c'est quel est l'intérêt de l'étude? Et à partir de quel est l'intérêt de l'étude, on peut ensemble déterminer comment on peut avoir les ressources pour financer, parce qu'il est évident effectivement que bon, c'est faire une collecte de données sur le terrain, ça demande nécessairement des ressources. Mais ce qui est important à mon avis, c'est d'abord de se connaître, de savoir qu'il y a de l'expertise, il y a des compétences que vous pouvez solliciter à tout moment, que vous pouvez, par lesquelles vous pouvez avoir des données et par lesquelles vous pouvez avoir des réflexions et des orientations. Je pense que ça, c'est déjà le plus important, ce contact-là. Maintenant, après, souvent, je pense que quand un projet est bien monté et qu'il y a de l'intérêt et qu'on montre de l'intérêt à ce projet, ensemble, on a la capacité et la possibilité de trouver les financements qu'il faut. Donc, voilà publiquement quelle est la réponse que je peux vous faire. Et puis après, bon, invitez-nous dans vos bureaux et puis on discutera plus en détail. C'est beaucoup plus simple, à mon avis. Voilà. Donc, la parole à Hervé, s'il vous plaît. Merci, Christian. Je suis complètement de ton avis concernant la réponse à l'aide. Je crois que le ministère doit d'abord trouver au fait, doit mettre un poids sur cette activité de comprendre le rapport des populations avec les grandes entreprises et l'impact que tout ça a sur eux. Les données Afrobaromètre ne vont pas permettre d'avoir une compréhension complète du phénomène. Mais cependant, ce qui peut être fait par l'équipe du CERGEP déjà, dont vous devez vous rapprocher, c'est déjà de voir dans quelle mesure l'équipe du CERGEP peut isoler les régions qui sont impactées par les différents, comment on appelle ça, trucs d'extraction, et voir comment ces régions-là se comportent par rapport au reste du pays. Et ça va vous donner déjà un peu d'informations, mais pas suffisamment d'informations pour réellement tirer de très grandes conclusions. L'autre chose qui peut être faite par le CERGEP, c'est de regarder au niveau, parce qu'il y a un volet qui concerne l'emploi des gens, donc de regarder dans ces zones-là, quels sont les emplois les plus courants que les gens ont et à partir de là, voir s'il y a plus d'hommes ou de femmes par rapport aux activités minières ou d'exploitation minière et consorts. Mais comme je le dis, ça sera réellement des données parcellaires parce que on n'a pas une représentativité
été, l'enquête n'a pas été, le design de l'enquête n'a pas été fait pour être représentatif à ces niveaux-là, mais ça va vous donner une idée de base qui peut permettre peut-être de faire un plaidoyer pour avoir plus de fonds pour réellement conduire une étude complète sur ces régions-là et avoir l'information avec une marge d'erreur solide qui permettrait de prendre des décisions plus fortes. Donc, moi, c'est ce que je peux dire rapidement du point de vue d'analyse des données qui est le mien. Merci beaucoup. Merci Hervé vraiment pour cette précision. Je pense que c'était extrêmement important de le rappeler. Oui, Madame Léna. Oui, désolée de monopoliser la parole. Non, non, pas du juste tout. Pour... Pas du tout. D'accord. Non, c'est juste vous remercier. Les réponses sont claires. Vraiment vous remercier de m'avoir donné cette opportunité. Et ce que je retiens, c'est que nous allons certainement poursuivre des discussions. Je vais commencer avec Cabral qui m'a invité. Je pense qu'il pourra certainement jouer un rôle dans ce sens et voir un peu quelles sont les opportunités, quelles sont les possibilités qui s'offrent pour répondre à cela. Mais je peux vous rassurer que c'est une problématique assez importante parce que le volet social est presque en marge. On parle plus du volet économique dans la gestion des ressources naturelles, particulièrement des forêts, mais le volet social est très souvent en marge. Mais bon, bref, merci beaucoup. Merci pour toutes ces réponses. Je pense que ça va être ma dernière intervention. C'était juste pour vous remercier. Merci beaucoup. Écoutez, nous ne vous chassons pas. Au contraire, nous sommes bien heureux d'avoir comme je l'ai dit tout à l'heure, des personnels du ministère des Eaux et Forêts, de l'Environnement également, parce que lorsque nous diffusons effectivement ces données, c'est pour que ça ait de l'impact. C'est pour que, comme le disait Hervé tout à l'heure, que ça attire l'attention. Donc, ça n'aurait aucun intérêt que nous diffusions ces données et que nous restons entre membres du CERGEP. Vous voyez donc que pour nous, c'est beaucoup plus bénéfique que des personnels directement concernés par les thématiques que nous diffusons puissent prendre part justement à ces conférences. Docteur Itila. Bien, merci Docteur Wali. Excusez ma voix, je suis quelque peu grippé. C'est pourquoi j'ai longtemps hésité à intervenir. Alors, je voudrais me réjouir déjà de la forte présence de Madame Léna qui nous permet de comprendre l'intérêt porté par nos autorités sur ces questions de pollution, d'environnement. C'est très réjouissant parce que j'étais en train de me poser la question au regard des réactions des populations suite à cette thématique, au regard de cette thématique. Est-ce qu'il n'y a pas comme un décalage entre la présence gabonaise au niveau international sur cette thématique et les réalités finalement locales où on constate quand même une forme de négligence en termes de traitement de ces questions. Qu'il s'agisse par exemple des inondations, au cas des inondations par exemple, il apparaît que le problème porte généralement sur l'absence d'ouvrages d'assainissement ou alors une faiblesse ou une défaillance de leur entretien. Des questions qui pourraient sembler faciles à traiter. On se demande finalement, alors si on est incapable par exemple d'assumer ces questions au niveau local et que la priorité est accordée à une forme de diplomatie verte au niveau international, est-ce qu'il n'y a pas quand même un décalage là qu'il faudrait peut-être que l'ENA au niveau de son ministère puisse porter de telle sorte que la priorité soit par exemple accordée effectivement aux questions, aux préoccupations locales avant justement de se déployer au niveau international. On comprend bien que le déploiement au niveau international participe effectivement d'une diplomatie verte, d'une diplomatie propre, et qu'il y a des retombées, notamment en termes de l'empreinte carbone, par exemple. Mais est-ce que finalement, c'est une question qui est localement portée ou alors c'est un affichage médiatique finalement? Donc, j'avais souhaité introduire cette préoccupation dans le débat qui est très animé
Et j'espère que Lina reviendra, même si elle avait promis que c'était la dernière intervention. Merci, docteur Itila, mais nous la recevrons volontiers encore pour une intervention si elle est d'accord, si elle est encore avec nous. Mais après, je crois que... Alors, il faut toujours rappeler que ce que nous faisons, c'est une enquête de perception. Il faut aussi parfois peut-être avoir des indicateurs autres que ceux-là pour apprécier, parce qu'effectivement, là, on est dans le ressenti des populations, ce que les populations ressentent. Ils expriment leur ressenti. Maintenant, il faut peut-être comparer ce ressenti avec ce qui se fait réellement sur le terrain. Bon, je ne voudrais pas m'aventurer, mais comme vous l'avez dit, effectivement, normalement, il n'y a pas une discordance ou il n'y a pas un hiatus entre le fait de porter une diplomatie verte qui, normalement, doit rapporter au niveau national. Mais bon, je vais donner la parole à Mme Lena, puisqu'elle a levé la main à nouveau. Je crois qu'elle voudrait intervenir sur cette question. Ok, bon, merci. Me voilà encore. Avec plaisir, madame. C'est gentil. Je pense qu'effectivement, on a un peu, peut-être pas, hein, je ne vais pas m'aventurer, mais pour les les moments où nous sommes sur le terrain avec les communautés, ils ne comprennent pas quand vous parlez de changement climatique. Ils voient, c'est vrai, les saisons ont changé, mais ils ne comprennent pas cette dimension. Pour eux, vous savez qu'en milieu rural, souvent, c'est lié à tous aux phénomènes de génie, de ceci, de cela. Ils vous disent que non, c'est parce qu'on ne pratique plus certains rituels auprès des génies. Avant de faire telle activité, on avait telle chose. Donc, il y a aussi cette empreinte anthropologique qui n'est pas souvent prise en compte. Donc, pour eux, ils se disent que c'est certainement le fait qu'ils ne pratiquent plus certains rites qui peut occasionner ces changements-là. Vous voyez? Donc, quand on parle de changement climatique, la gestion durable des ressources, ainsi de suite, eux, ils ne perçoivent pas trop ces aspects-là. Et quand vous échangez avec eux en disant que les ressources qui sont exploitées, voilà, ils ont comme l'impression qu'ils sont spoliés. Et là, je suis d'accord avec le participant de tout à l'heure. Il y a comme un ressenti. Mais c'est vrai que la démarche, du moins le travail qui va être fait, le travail de collecte ne sera pas sur le ressenti, mais c'est de pouvoir prendre en compte un peu tous ces aspects pour des meilleures interventions. Quand vous êtes en milieu rural, et puis ce qui est sûr, c'est qu'ils vont voir les ressources sortir, mais les villages se vident, il n'y a pas d'emploi. À quel niveau? Et quand on parle de diplomatie verte, il faut que cette diplomatie verte s'appuie sur des éléments qui me prouvent que ces communautés vivent de cela. Comment on est parti, comment on valorise cette économie verte auprès des communautés. Donc, je pense que là n'est pas la question. On va certainement avoir l'occasion de discuter pour bien affiner l'objet de l'étude, mais c'est un peu le ressenti effectivement qu'il y a sur le terrain et c'est difficile de leur expliquer ces choses-là. Donc, bref, c'était juste pour soutenir ou l'intervention du précédent participant sur ces questions sociales qui, pour nous, sont primordiales aussi. Merci. Merci, madame. Monsieur Ngamboni. Monsieur Ngamboni, vous pouvez arrêter votre micro, s'il vous plaît? Merci. Bien, ça fait plus d'une heure 30 que nous échangeons. Je crois qu'on va aller tout doucement vers la fin de notre échange, si je peux me répéter. Est-ce qu'il y aurait des derniers intervenants? Oui, Cabral? Oui, on n'a pas assez abordé la question de
de la gestion des déchets. Hein. C'est également une problématique assez importante, d'autant plus que j'ai deux aspects notamment qui me préoccupent sur cette question. C'est d'abord la décharge, puisque l'on parle de déchets ménagers pour la plupart. Est-ce que cette préoccupation est vraiment une préoccupation des pouvoirs publics, d'autant plus que jusqu'à un passé récent encore, on parlait de la saturation de la décharge actuelle de Mindoubé qui voilà, n'est plus en capacité de recevoir toutes les productions de déchets des ménages de ces derniers temps. On n'a malheureusement pas encore trouvé un site ou une délocalisation. Est-ce que c'est peut-être pas le moment d'interpeller davantage les pouvoirs publics dans ce sens? Et l'autre chose, c'est est-ce que c'est pas aussi le moment de déjà anticiper un recyclage, par exemple, comme ça se fait un peu partout ailleurs, un recyclage de déchets plastiques, un recyclage des errata, par exemple, de tout ce qui est papier et tout le reste. Est-ce que c'est pas le moment de parler de cette problématique-là pour que ce sujet qui devient un sujet majeur pour toute, on va dire pour tout le monde, hein, puisse trouver un écho favorable, en fait. Sur la question des déchets, en fait. Je voulais quand même qu'on revienne là-dessus pour voir un peu les avis des uns et des autres sur cette problématique-là. Merci Cabral. Ben, le débat est ouvert. Je vois le docteur Itila qui a demandé la parole. Je vais la lui donner. Bien, merci de me donner encore la parole. Je crois que tout à l'heure, je t'ai parlé jusqu'au bout et Cabral vient de me tendre la pêche. J'étais justement en train de m'inquiéter de ce que, quand j'évoquais le déploiement à l'international, c'était justement relever ces dysfonctionnements dans ce qu'on pourrait appeler la politique nationale relative à l'environnement, ou du moins à la protection de l'environnement. C'est ce sentiment justement de ce que on a l'impression que cette politique est plutôt faite par le haut et non par le bas. Donc, au lieu de partir du local pour le global, on a tendance à partir du global, donc sauver la planète, vers le local, RSE par-ci, accompagnement des communautés par-là, dans des sortes de bricolage en termes de politique publique. La question que je me pose, c'est comment un État qui se positionne comme un leader en matière de préservation de l'environnement puisse éprouver autant de difficultés à gérer ne fût-ce que ces déchets domestiques. La même question se pose aussi de la gestion ou la gestion des inondations. Voilà deux phénomènes locaux qui se posent avec acuité comme l'ont dénoncé ou du moins affirmé les populations que j'ai interviewées. Voilà deux problèmes qui semblent locaux, qui relèvent de la préservation de l'environnement et même de la vie, mais qui ne semblent pas trouver un écho favorable localement, alors que par ailleurs, nous sommes plutôt bien placés, bien notés au niveau international dans la gestion de ces mêmes questions. Donc, le sentiment, c'est que nous faisons plutôt une politique où nous partons du global, alors que peut-être il faudrait peut-être partir du local pour se déployer à l'international. Merci. Merci, docteur Itila. En tout cas, le débat est ouvert. Je crois que nous n'allons pas épuiser ici aujourd'hui, mais ce sont des préoccupations importantes. C'est dommage que certains spécialistes liés aux questions de gestion de déchets que nous avons invités ne soient pas présents avec nous pour nous apporter un peu plus d'informations et d'éclairage sur la question. C'est dommage, mais j'espère qu'on aura l'occasion de les avoir une autre fois pour une autre discussion. Donc, alors, je crois qu'il n'y a plus de main levée. Si je peux me permettre de pouvoir conclure et remercier simplement les uns et les autres pour leur participation ce matin. Remercier tous ceux qui ont été présents avec nous depuis la première dissémination. C'est une endurance que j'apprécie et c'est dire que
la collecte, ou du moins l'exploitation des données Afrobaromètre ne s'arrête pas avec, avec les disséminations, que la base elle est présente. Nous vous invitons les uns et les autres à pouvoir vous rapprocher de nous pour pouvoir avoir ces données que vous pouvez exploiter dans vos travaux de l'université, dans vos administrations, comme on l'a indiqué tout à l'heure, la presse aussi, dans vos activités pour soutenir souvent vos reportages. Nous sommes disposés et disponibles pour cela. Et donc, il ne me reste qu'à vous souhaiter bonne journée, bonne fin de journée à tous et à très bientôt. Merci. Merci beaucoup. Merci, bonne journée, au revoir. Merci. Merci. Au revoir, merci. Merci. Bye bye. Bonne journée. Bye bye. Bonne journée.